Vincent est né en 1973, donc c'est un bébé, il est né à La Ciotat, un garçon intellectuellement convenable avec un diplôme de Montpellier, hein, de l'IAE de Montpellier. Mais alors, tu as commencé très tôt à créer des boîtes, m'a-t-on dit, notamment avant dans le sport et dans les boîtes de nuit. Effectivement, première expérience, en même temps que mes études, j'ai repris une boîte de nuit, ce qui m'a permis de comprendre comment gérer une société comptablement. À Montpellier. Alors la boîte de nuit était, j'étais étudiant à Montpellier, mais la boîte de nuit était dans le sud de la France, entre Cassis et Bandol. Ah ben c'est sympa là-bas. Ouais. Alors donc il y avait quoi? Vente de chichons, le black, Tout. les prostituées, il y avait tout là, non? Tout, c'est comme ça. Tu sais qu'après on a commencé oui. à faire du digital parce qu'en fait il y a Bien personne. sûr, oui. Et dans le sport, tu faisais quoi? Alors j'organisais des tournois de volleyball. Ah oui. Ouais. Mais c'était bénévole ou Non, Ah non, on avait créé tout. une petite activité. Alors en 2000, donc, tu vas créer une agence digitale. Alors aujourd'hui, digital, on voit avec tes collaborateurs, là, enfin, tes adhérents, si on peut dire, c'est assez évident. Mais en 2000, c'était précurseur. Là, qu'est-ce que tu as fait? Un peu par hasard, après les boîtes de nuit, je me suis dit non, je ne vais pas faire ça quand même toute ma vie parce que c'est épuisant pour tout ce que tu as raconté. Et puis un peu par hasard, je suis tombé sur un premier client qui avait un besoin de digital. Personne ne comprenait grand-chose à l'époque. Et donc, j'ai commencé à structurer une activité d'agence digitale, de conseil en marketing digital. Et puis petit à petit, je l'ai développé et l'ai spécialisé. Et en 2008, donc, tu l'as revendu, tu l'as vendu combien? Je l'ai revendu quelques millions, c'était 2008, hein, c'était pas encore les prix de Mais maintenant. Quelques millions, il y avait des zéros, pas trop de zéros, c'était comment? Il y avait un prix convenable. Il y avait un prix convenable. Alors pour comment l'époque. on sait, quand on est créateur comme toi, quand on crée une boîte, le bon moment pour vendre sa boîte? C'est très compliqué, hein. C'est un alignement de facteurs qui sont irrationnels. Regarder ce qui se passe autour de soi, émotionnel, et puis son parcours personnel forcément. Et puis à un moment donné, il faut appuyer sur le bouton. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vendu ma boîte en avril 2008 et en juillet, il y a Lehman Brothers qui a fait un petit plongeon. Et donc, les investissements, en gros, se sont bien gelés pendant quelques années. Il y a plein de bouquins écrits, notamment un qui s'appellerait le bon timing, hein, parce que toi, tu étais dans le bon timing. Ouais, mais honnêtement, je pense que la part chance était vraiment beaucoup plus importante que la part rationnelle là-dedans. 2012, donc tu pars au pays de l'oncle Sam, et là, tu vas rencontrer Benoît. Et vous allez co-créer tous les deux les French Founders. Alors d'abord, qui est Benoît? Parce qu'il paraît qu'il est formidable, ce garçon. Benoît est formidable, et donc il habitait déjà aux États-Unis. Et en 2012, après avoir fini mon earn-out dans le groupe qui avait racheté ma boîte, je voulais partir à l'international. J'avais investi dans quelques boîtes, et dont la sienne, qui était aux États-Unis. Quand je suis arrivé aux États-Unis, très vite, on s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. On était entrepreneurs, on créait nos boîtes, on faisait le constat que... Je suis désolé de vous le dire, mais les Français ne sont pas les meilleurs networkers à l'international. Ça, c'est vrai, ni en France d'ailleurs. Hein. Voilà. Et donc, on les voyait échouer, arriver aux États-Unis, rester entre eux. Les corporates en finance restaient entre eux. Les startups restaient entre elles en pensant qu'elles avaient tout inventé. Enfin, tout ça était très cloisonné et beaucoup d'échecs. Et on s'est dit, nous, qu'est-ce qui nous a amené dans la valeur en étant entrepreneurs, en arrivant? C'est décloisonner, rencontrer des gens différents de nous, et aller s'internationaliser, regarder ce qui se passe ailleurs et avoir des codes différents que ce qu'on observait depuis. Parce que Benoît est français, il était parti aux États-Unis. Voilà, il est parti très tôt, il est parti très tôt, à 19 ans, et donc voilà, il avait plus la culture américaine que française. Et donc, création des French Founders. Alors aujourd'hui, c'est un succès qui est vraiment, je suis très admiratif, hein, vraiment. Donc il y a 4000 membres, on va dire, au niveau mondial. 4000 membres, dirigeants dans le monde entier. Donc on s'est créé à New York, puis on s'est développé dans le monde entier. En Asie, Shanghai, Tokyo, dans les grandes capitales où on va avoir des décideurs francophones qui sont soit des patrons de grands groupes qui s'expatrient pour aller piloter leurs filiales, etc., soit des patrons de PME qui s'exportent. D'ailleurs, en France, on observe beaucoup ça, qui veulent appréhender le marché international, des patrons de start-up et de scale-up et des investisseurs. Et tout ça, l'idée, c'est de décloisonner ces environnements pour s'auto-enrichir avec des parcours, des secteurs d'activité, une géographie différente. Donc ce sont des Français, ça peut être des francophiles, alors ça peut être des francophones, le spectre est assez large. On a voilà, le chiffre à date, c'est 79% de Français, 21% d'autres nationalités qui parlent français. Et aujourd'hui, vous avez également créé un fonds d'investissement, un véhicule d'investissement? Complètement. On s'est développé d'abord sur ce club d'entraide de dirigeants, digitalement et puis via des événements dans le monde entier. Et puis nos dirigeants, finalement, ils nous ont demandé deux grandes familles de services. Une famille
Pour leur entreprise, au-delà de l'entraide, ils nous ont demandé comment on pouvait les aider à développer leur boîte à l'international. Donc on a créé une gamme de services pour les aider. Et ensuite un fonds d'investissement pour financer les boîtes qui partent à l'international, qui sont en France, ou les francophones qui sont déjà à l'international et qui veulent se développer en leverageant notre réseau. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner et de les aider sur les 3 points clés aujourd'hui de l'entrepreneuriat, qui sont trouver des clients, le business développement, quand je m'internationalise, m'internationaliser et m'aider à m'implanter, et les people, trouver les bonnes personnes qui vont être mes prochains dirigeants quand je vais lever des fonds, quand j'ai envie de recruter mon nouveau GM ou mon nouveau country manager dans un autre pays. Donc il y a un vrai effet d'expérience. Donc demain, on va s'implanter à Singapour, par exemple. On va avoir un contact avec quelques membres de chez toi. Exactement. Qui vont pouvoir librement et facilement dialoguer avec toi et te conseiller quelque part. Complètement. C'est exactement l'expérience. 14 bureaux dans le monde aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, dans les grandes capitales, États-Unis, Canada, UK, Madrid, Asie. Et demain, donc ça donne quoi tout ça? Ben, ça donne tout ça en plus gros et en passant ces étapes de ces nouveaux services qu'on a lancés, dont la partie investissement. Donc on l'a lancé sur une partie early stage aujourd'hui. On investit à peu près entre 500 000 et 1,5 million dans des tours qui sont entre 1 et 25 millions, donc au début de la boîte. Et puis l'idée, c'est qu'on est en train de structurer des solutions d'investissement pour aller plus loin. On a eu la chance de faire entrer un fonds important de la place qui s'appelle Tikeo à notre capital. Qui est actionnaire du groupe. Qui est actionnaire chez nous. Et avec Tikeo, on est en train de réfléchir à comment développer cette partie investissement du early stage vers des stades de maturité plus importants, avec un paradigme qui est en train de changer dans l'investissement, puisque ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, les effets de levier sur la finance avec les séries B, séries C, etc., et IPO, n'arriveront plus, a priori. Et donc, il va falloir réinventer cette partie-là. Et on est super heureux de travailler là-dessus. Bon, et alors, tout ça, on va parler un petit peu de sous. Ça coûte pas cher en plus, franchement. Alors, c'est pour moins de 2 000 $ par an. Parce que je parle en dollars, je suis désolé, la boîte, mais c'est bien les dollars, c'est une valeur refuge. On l'a créé aux États-Unis. Et pour terminer, toi, tu adores le bon vin. Tout à l'heure, on a vu que Fabrice avait un grand-père vigneron. Et toi, tu avais un papa qui était vigneron à Bandol. C'est ça, entre Cassis et Bandol. Donc un Côte de Provence, un peu les mêmes cépages dont vous a parlé le château Gassier tout à l'heure. Hein. On va retrouver du Roll et pas du Vermentino. Si tu dis à mon père qui faisait du Vermentino. Et puis la même anecdote, mon père ne boit absolument pas d'eau. Jamais d'eau. Jamais d'eau. Uniquement pour usage externe. Voilà, exactement. Donc c'est la même anecdote que Fabrice tout à l'heure. Et oui, voilà, élevé dans les vignes. Et pour terminer, écoutez bien parce que c'est rare. Donc, parmi les dégustations qui ont pu te marquer, tu as également à ton actif, si je puis dire, un château d'Yquem, mais de 1876. Ouais, alors, ça donne quoi, un château d'Yquem, mon cher David? Je ne sais pas si tu en as bu, mais moi, je n'en ai jamais bu de cette année-là. J'ai bu d'autres années, mais pas celle-là. Alors, je suis passionné de vieux vins, donc avant 1960. Donc c'est des vins où il faut un peu déconstruire son idée du goût que l'on peut avoir sur des vins comme on peut avoir ce soir. Hein. C'est une autre expérience. Et j'ai la chance d'avoir fait des dîners avec François Audouze, qui est un peu le pape de ces vieux vins. Et donc on a dégusté une fois un Yquem 76. Donc la couleur a complètement changé. Il devient brun. 76 en 1800 en 1900 1876. Ce soir-là, on a bu un 1835 de Crète, vin de Crète aussi. Et donc, c'est des vins qui ont complètement abandonné la sucrosité. Ils deviennent secs. En l'occurrence, le Yquem était sur le trait poivré, noix et poivre, sec. Il avait passé tous ses stades de maturité ambrés. Il était quasi noir. Et l'accord ultime, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est avec le Stilton. Ah oui, c'est excellent ça. Bon, très bien. Donc, bravo en tout cas à Vincent et Benoît, les French Founders. On les applaudit très chaleureusement. Bravo. Merci Vincent.